Mesdames, Messieurs, merci à vous de votre présence. Je vais donc ouvrir la séance en vous donnant tout de suite lecture de messages habituels de la CNIL que vous connaissez désormais par cœur. Conformément à la réglementation européenne en vigueur, l'enregistrement vidéo des séances du Conseil constitue un traitement déclaré à la CNIL par inscription au registre des traitements de la commune. Ce traitement est placé sous la responsabilité du maire et il a pour base légale l'intérêt public. Toute personne peut s'opposer à la diffusion des images la concernant sur Internet. L'intérêt légitime de la personne et l'intérêt public seront alors mis en balance pour déterminer la conduite à tenir, étant rappelé que les membres qui prennent place dans le public reconnaissent que leur image peut être captée par la vidéo. Et pour toute question relative à ce traitement, vous pouvez alors vous rapprocher de la déléguée à la protection des données de la ville, mutualisée avec la ville de Gerville-la-Malgrange et la métropole de Grand Nancy, avec les coordonnées que vous retrouvez sur l'ensemble de nos sites. Il me faut vous donner la lecture des pouvoirs. Christophe Château est excusé et a donné pouvoir à Christian Kibamba. Henri Ban est excusé et a donné pouvoir à M. Anceau. Je voudrais, en votre nom à tous, accompagner de nos meilleures pensées Henri Ban, qui est actuellement hospitalisé depuis de longues semaines maintenant. Liliane Petot est excusée et représentée par Madame Perrin. Loïc Laurent est excusé, représenté par Madame Decaillot. Et je n'ai pas d'autres demandes d'excuses et de pouvoirs qui m'ont été adressées. Hop, je vous propose qu'on ouvre d'emblée la séance du Conseil municipal de ce soir. Permettez-moi néanmoins d'adresser une amicale pensée à Geneviève Lemoine, mais je ne la vois plus, Geneviève, elle est là, à qui nous adressons à tous un joyeux anniversaire. N'imaginez pas partager cette soirée ici, dans cette salle, à cette occasion, mais tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année qui s'offre à vous. Désignation du secrétaire de séance. Est-ce que Baptiste accepte de jouer le rôle de secrétaire de séance? Je l'en remercie. La première délibération est à mon rapport relative au développement économique et touristique du pôle territorial des industries culturelles et créatives. Adhésion à l'association Préfiguration, dit la SIC. Alors, pour vous dire quelques mots, vous le savez, nous portons sur la commune depuis quelques années maintenant le projet de la Cité du Fer, qui est un terre-lieu de production, manufacture de proximité, labellisé comme tel, avec dans la réflexion originelle du projet à la fois le pilier sur la recyclerie créative, la Bénidée. Donc vous pouvez désormais apprécier des étendues ouvertes plus larges au public pour pouvoir être client ponctuel ou régulier de la recyclerie créative, et un travail que vous appréciez de plus en plus auprès de différents partenaires, que ce soit des collectivités territoriales ou d'entreprises privées, puisque de plus en plus de chantiers d'aménagement intérieur leur sont confiés, comme c'était le cas notamment au sein de l'hôtel de ville avec l'espace coworking du Red Jardin qu'ils ont intégralement aménagé, mais entre autres parce qu'il y a eu d'autres projets comme par exemple l'aménagement du nouveau collège Artem ou encore des salles de réunion du conseil régional. J'en oublie bien évidemment et vous pourrez retrouver ça sur leur site internet. À côté de ce pôle recyclerie créative, c'est le pôle métier d'art qui lui aussi continue à se développer, puisque aujourd'hui c'est plusieurs artisans d'art et encore autant d'entreprises individuelles qui sont localisées sur site, mais les synergies sur la Cité du Fer dans son entièreté avec les différents partenaires nous ont amené il y a quelques temps maintenant, l'année dernière, à nous positionner sur un appel à projet relatif aux pôles territoriaux des industries créatives et culturelles, PTICC, avec la phase suivante qui s'ouvre en fait actuellement et dont le dépôt limite de candidature est fixé au 15 octobre, ce qui appelle à la tenue de ce conseil municipal exceptionnellement un lundi soir, puisque c'est demain que l'association de préfiguration est convoquée pour pouvoir constituer ces instances et
obtenir l'enregistrement des différents partenaires qui vont constituer celle-ci, au rang desquels, bien évidemment, la ville de Jarville-la-Malgrange, la ville de Nancy, la métropole du Grand Nancy, la communauté de communes de Colombey, comme d'autres acteurs, aux côtés desquels la Cité du Fer, le CERFAV de Vannes-le-Châtel. Mais je vous prie néanmoins de noter que, contrairement à ce qui était écrit dans la délibération, le GIP, tout au long de la vie, n'intégrera pas en fait l'association de préfiguration, tout simplement parce qu'après études juridiques par leurs soins, il n'est pas possible que leur entité adhère à une association type loi 1901. Pour autant, ils auront une convention de partenariat puisqu'ils font partie intégrante de la réflexion. Alors PTICC, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est ça l'intérêt du projet. Pôles territoriaux des industries créatives et culturelles, vous le savez, c'est dans le cadre de la stratégie nationale France 2030 qui vise la réindustrialisation du territoire, de pouvoir miser sur une filière en particulier, la filière dite ICC, Industrie créative et culturelle, celle à laquelle appartient la Cité du Fer en tant que telle, parce que les métiers d'art relèvent, entre autres, à la fois bien évidemment du champ de l'économique, mais aussi du champ culturel, et ont d'ailleurs des autorités, si je puis l'exprimer ainsi, dans chacun de ces deux ministères. France 2030, c'est 1 milliard d'euros qui ont été mis sur la table par le gouvernement pour pouvoir recueillir des propositions de structuration sur le territoire en la faveur de cette dynamique. Beaucoup de discussions dans les projets préalables et finalement ne seraient retenues qu'au terme de la dernière phase qu'une quinzaine de pôles territoriaux. Et nous avons bon espoir que le consortium que nous avons poussé, appelé de nos voeux, avec Anne Vucher notamment, qui représentait alors la collectivité dans le travail qui a été mené aux côtés de la Cité du Fer, puisse conduire à ce que le territoire soit retenu avec une logique pôle métier d'art augmenté. Mais je vais revenir dans un instant. Juste dire que cette AMI a pour objectif d'évaluer le potentiel des projets émergents qui ont été lancés en décembre 2022, qui s'est achevé à l'automne 2023, et que dans cette phase, nous avons été accompagnés avec l'octroi de crédits d'ingénierie, et la ville elle-même avait participé à travers un concours mis à disposition notamment de notre chargé de développement de la Cité du Fer, donc du temps de travail dédié à la structuration du projet. À l'origine, c'est 25 projets lauréats qui ont été retenus pour des montants pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros. Et à cette AMI succède donc l'appel à projets qui, lui, va retenir un nombre de projets plus limitatif, une quinzaine, mais avec des perspectives de moyens financés à la clé plus importants, puisque c'est globalement 4 millions d'euros de subventions publiques auxquelles nous sollicitons bien évidemment le soutien de l'État sur donc ce pôle métier d'art augmenté qui regroupe sous le consortium que j'ai cité tout à l'heure ces experts de la filière et de ces collectivités à travers les nouvelles technologies et leur intégration au métier d'art. Il faut avoir à l'esprit que les technologies comme l'intelligence artificielle vont aussi quelque part modifier ou accompagner le travail qui est mené par des artisans d'art. Et il y a un projet qui est donc nourri par ce consortium, vous l'avez lu dans la délibération, c'est le projet autour de l'émergence et la gestion d'une plateforme technique en réalité augmentée, XR, intitulée Ghost, dont la ressource a pour objet de servir et de renforcer les professionnels des métiers d'art dans leur initiative. Cette plateforme, qui se veut donc un levier partagé entre les différents partenaires, a pour objectif la sauvegarde du geste, ce qui est important dans le travail ancestral séculaire qui, bien évidemment, ne peut que se transmettre aujourd'hui quasiment dans l'oralité ou dans l'expérience au quotidien. Le partage des ressources, parce que
le champ des connaissances aujourd'hui scientifiques et techniques est beaucoup plus important et mérite d'être intégré. La formation, parce que les métiers ne dureront et les gestes ne dureront que parce que des gens se forment et eux-mêmes viennent quelque part par leurs gestes continuer à développer le panel du travail possible. La médiation, parce que c'est un des sujets sur lesquels à la fois le CERFAF travaille depuis fort longtemps, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de visiter ce site, et je vous inviterai à le faire bien volontiers, mais c'est aussi ce que fait la Cité du Fer. Nous n'avons pas nourri la Cité du Fer pour nourrir la Cité du Fer, nous l'avons fait pour qu'il y ait un lien avec le territoire, de développement local à Jarville-la-Malgrange, et qu'en plus d'activités économiques nouvelles sur la commune, on ait l'opportunité de faire découvrir des métiers à des jeunes qui ne soupçonnent même pas l'existence. Moi, je suis de plus en plus étonné, surpris qu'on puisse imaginer qu'influenceur est un métier. Et qu'à côté de ça, beaucoup d'entre nous, et beaucoup de plus jeunes, ne savent pas ce que c'est qu'être menuisier, ébéniste d'art, dominotier, verrier, céramiste, alors que ce sont des métiers à haut potentiel en termes de plus-value, de valeur ajoutée, alors que ce sont des métiers qui, aujourd'hui, recrutent et permettent aussi de belles histoires en termes d'expérience professionnelle, de création d'entreprise et de développement, tant sur la scène nationale que la scène internationale. Mais il faut, à côté de la médiation, accompagner la conception, la création, la modélisation, la stratégie commerciale, la communication et le marketing. Donc autant vous dire que le projet est pensé sous tous les versants aujourd'hui. Moi, je l'ai dit avec l'humilité qui est la nôtre, si nous accueillons la Cité du Fer à Jarville-la-Malgrange, sans doute que ce n'est peut-être pas à Jarville-la-Malgrange que la place métier d'art sous l'angle commercialisation sera la plus opportune. C'est peut-être plutôt le sujet de la ville-centre, la ville de Nancy, dans ses espaces piétons, notamment autour de la Plastane, avec le tourisme que la ville de Nancy peut accueillir. Mais en même temps, on sait qu'une frange des clients des artisans d'art sont aussi très goûteux de l'univers professionnel et de création des artisans d'art et que donc il y a du lien qui est possible d'être fait. On l'a vu d'ailleurs de manière un peu plus anecdotique à l'occasion de la dernière sortie senior où il y a un intérêt, il y a un attrait pour un passé industriel, pour un passé historique, mais aussi pour des savoirs qui se perpétuent. Donc cette phase 1, qui a été donc cette étude stratégique, est arrivée à son terme. Elle a permis de développer la planification de ces différents volets que je viens de vous évoquer sur un horizon de 3 à 5 ans, ce qui va déterminer donc les concours financiers de l'État si nous étions retenus, mais aussi les concours financiers de la collectivité locale. C'est le cœur même donc de la phase 2, où il s'agit d'accompagner cette structuration, de mettre en place le recueil des financements pour les actions de collaboration et de mutualisation. Et il faut juste observer, puisque c'est le cœur de la délibération, que pour être éligible, le pôle territorial des industries créatives et culturelles doit constituer ce consortium d'acteurs sous la forme d'une structure juridique dédiée. C'est pas la ville, c'est pas la Cité du Fer, c'est pas le CERFAV, c'est pas la métropole, c'est pas la ville. C'est un consortium qui réunit l'ensemble de ces acteurs, publics et privés, avec aussi, pour ceux qui sont privés, un volant qui peut être soit entreprise, soit associatif. Et c'est ce consortium-là qui crée donc ce qu'on appelle une société coopérative d'intérêt collectif, la fameuse SIC, qui a donc pour objet la production, la fourniture de biens et services d'intérêt collectif, qui présente donc ce caractère d'utilité sociale. C'est donc la société un peu hybride qui va être créée avec son statut commercial, mais qui fonctionne comme une coopérative qui, là aussi, répond à la structuration telle qu'on l'a pensée avec la Cité du Fer en lançant celle-ci. Donc, vous sont annexés à la présente délibération les statuts qui seront approuvés demain par les membres fondateurs qui vont intégrer donc cette association de préfiguration. Il vous est demandé d'approuver que la ville de Jarville-la-Malgrange intègre le collège des membres fondateurs et par là même que la ville de Jarville-la-Malgrange s'engage dans un concours financier à hauteur de 20 000 € par an sur 3 ans dans la phase opérationnelle. C'est le point de départ qui dira quand commencent les 3 années. C'est au mieux espéré en 2027, au plus en 2028, puisque 2026 c'est toute une phase d'analyse des projets, de réflexion et de mise en place.
dans la stratégie globale. Juste vous dire que l'association devrait trouver son siège social dans un lieu dont vous avez noté à la fois l'originalité et l'histoire par rapport à la ville de Nancy, mais les territoires voisins, puisque ce sera le siège social proposé est à la Villa Majorelle, qui est quand même, par excellence, l'endroit où on peut retrouver les métiers d'art et le mouvement de l'école de Nancy. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, mais reste Anne Vucher et Christian Kibamba qui suivent ces sujets aussi à votre disposition si vous avez des questions. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Adopté. Délibération suivante. À domination de l'atelier au nom d'André Bailly, maire de Jarville-la-Malgrange de 1995 à 2008, maire honoraire. Je ne présente plus André Bailly, vous le connaissez. Et vous aviez d'ailleurs, à l'occasion d'une précédente délibération, où nous proposions de dénommer un espace public, notamment la passerelle Clara Zetkin, de concert, proposé, comme je l'avais proposé moi-même, qu'un espace public ou un lieu public de notre commune porte son nom. Eh bien, profitant finalement de cette unanimité, il vous est proposé cette délibération que nous centrons sur le bâtiment emblématique qui a été celui du mandat mené par André Bailly. Je veux le partager avec vous ici. Certains l'ont à l'esprit d'abord parce que vous avez pu cheminer avec lui en son temps ou parce que vous le connaissiez bien. La réflexion d'André Bailly était le cœur de ville autour de l'atelier et des portes de Jarville. 30 ans plus tard, on y est encore, on porte et on pousse les sujets, avec désormais un périmètre élargi entre le quartier culturel créatif et le quai de l'Écluse. Mais dans cet aspect emblématique, André Bailly avait fait le choix de sortir les services municipaux du cœur de ville, où ils trouvaient difficilement leur place, en saisissant une opportunité foncière qui se trouvait alors rue Gabriel Fauré, et a créé le bâtiment socio-culturel L'Atelier, qui porte la trace d'André Bailly, pas seulement dans la réflexion politique qui a été la sienne dans la structuration de la ville et des services au profit des habitants, mais aussi dans la réflexion, un certain nombre d'entre vous s'en souviennent, et je vous proposerai d'ailleurs que ce soit à la fois fait honneur à ce qui avait été d'ailleurs l'empreinte du bâtiment, celle de l'histoire de la main qui façonne, la main qui unit, la main qui se tend. Quand vous fréquentez le bâtiment de l'atelier, vous comprenez tout de suite le sens de cette citation, et vous savez d'ailleurs la relire sur le bâtiment. Il y a eu de longues années durant un totem qui était présent sur le parvis Nelson Mandela. Je ne m'explique pas comment il a disparu, mais je vous propose qu'à l'occasion de la dénomination de l'atelier, qui sera désormais, si vous l'acceptez, l'atelier André Bailly, que cela puisse reprendre forme sur ce bâtiment communal. J'ouvre le débat. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Adopté à l'unanimité. Je profite d'ailleurs de cette délibération pour retémoigner à André Bailly et en votre nom à tous nos fidèles amitiés et sincères condoléances dans le drame qui l'a frappé puisqu'il vient de perdre sa petite fille. Délibération suivante, dénomination d'un lieu public à Jarville-la-Malgrange. Je voudrais remercier la célérité des habitants du quartier de Montaigu, qui, quand bien même avec lesquels nous avions déambulé pour repérer l'ensemble des chemins qui étaient ouverts à la circulation piétonne, mais non pas encore dénommés. Lors de la précédente délibération qui nous a été présentée en juillet 2025, nous avions omis ce dernier chemin. Je m'en excuse auprès des riverains. Et donc, ces corrections qui vous est proposées d'être faites, mais dans la même philosophie que la délibération du 1er juillet dernier, c'est que ça soit un nom en lien avec les métiers d'art ou les vieux métiers. Et donc, ce dernier chemin puisse prendre le nom du chemin des Celliers. C'est celui qui est revenu l'avenue de Gaulle à la place des Dentelières. Et je remercie les riverains de la place des Dentelières de nous avoir fait observer cet oubli. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Des oppositions? Adopté à l'unanimité. Je profite de cette délibération pour vous dire que les nouvelles plaques de rue sont arrivées. Donc il y a plusieurs semaines pour qu'elles soient montées
en différents lieux. Alors, de manière privilégiée, ce sont les plaques de rue des nouveaux espaces qui vont être dénommés, dont la rue Robert Badinter que nous avions fait le choix de dénommer comme telle. C'est la rue qui fait la jonction entre la rue Opalinska et l'avenue Léon Songeur. Pourquoi la première, ou une des premières, après celle de la Suzanne et Édouard Salin, l'allée des 4 rangées d'arbres qui porte désormais leur nom avec l'inauguration Jardin de Ville, parce que Robert Badinter va être panthéonisé jeudi à l'occasion de l'anniversaire de la loi de l'abolition de la peine de mort en France. Et donc Gerville-la-Malgrange, qui avait fait, dans les premiers jours de son décès, une des premières villes à lui donner, son nom à un espace public, va participer à cet hommage national en dévoilant aussi cette plaque qui sera installée donc dans la rue. Toutes les autres plaques vont être installées au fur et à mesure. Ça va prendre plusieurs moments parce qu'on profite aussi de l'occasion pour un peu toiletter l'espace public et remettre des panneaux où il y en a plus, remettre des panneaux droits là où ils ne le sont plus, etc., etc. Ça a un coût pour la commune, mais vous pouvez apprécier sur les images qui sont projetées le design et l'élégance des plaques qui ont été retenues et qui n'enlèvent en rien au projet qui va être réalisé aussi sur le quartier de Montaigu avec les habitants à des plaques de rue un peu plus originales pour mettre en exergue les métiers d'art. La délibération est au rapport de Monsieur Anceau pour le rapport suivant, la désaffectation, le déclassement du domaine public et la vente de la parcelle AC 490. La seule parcelle qui a échappé à la sagacité de tout le monde la dernière fois, mais il faut dire qu'elle est tellement ridicule. Oui. Monsieur le maire, chers collègues, oui, on a passé en délibération au 1er juillet 2025 concernant l'opération d'aménagement du pôle métropolitain de l'économie circulaire et où on a déclassé un certain nombre de parcelles et autorisé la vente. Dans ce nombre de parcelles, une parcelle a échappé à la sagacité de l'ensemble, que ce soit de la métropole ou de la ville. C'est la parcelle AC 490 qui en fait est une parcelle qui fait 2,83 arts. Et cette parcelle en fait avait été rétrocédée par la métropole, puisqu'elle appartenait à la métropole le 15 décembre 2023. Voilà. Donc en fait, c'est la partie désaffection, de prononcer la désaffection de son déclassement et d'autoriser la vente sur cette parcelle. Merci, voilà, monsieur Anceau. Y a-t-il des demandes de questions, d'intervention? Monsieur Lavica, appuyez sur le bouton. Merci. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, vous nous aviez présenté cette vente comme une bonne gestion. La vente du bâtiment à 1,1 million vous oblige à louer chaque année des bâtiments à Icourt pour 150 000 euros. En réalité, vous avez une gestion à court terme, puisque en 7 ans, une mandature, vous aurez quasiment tout perdu. Où est la bonne gestion? Ceci peut se comprendre dans le cadre d'une mutualisation avec la commune voisine. C'est la raison pour laquelle nous nous étions abstenus, contrairement au procès-verbal qui indique qu'on avait voté pour. Ne voyant pas l'ombre d'une telle mutualisation, cette fois-ci, nous voterons contre. Merci, monsieur Lavica. D'autres demandes d'intervention? Alors, il sera tenu compte de la modification sur le procès-verbal, même si la vidéo ne permet pas d'identifier exactement le vote qui était le vôtre, mais je vous crois bien sur parole, monsieur Lavica. Je vous accorde ce crédit que vous n'accordez jamais à vos détracteurs. Je suis assez surpris que de juillet à octobre, vous changez de pied sur cette délibération. Et je suis assez surpris d'ailleurs que vous continuez à vous fourvoyer dans l'idée que, c'est une expression que vous aviez utilisée de manière très malencontreuse d'ailleurs, à expliquer qu'on vendait les bijoux de famille ou qu'on faisait une mauvaise opération de gestion. Vendre un terrain qui vaut 1 100 000, et on attend derrière 1 400 000 euros d'investissement de la part de la métropole, on attend derrière la relocalisation de 60 emplois, avec un volant de postes qui vont être ouverts en chantier d'insertion dans un quartier qui en manque cruellement. Si ça, c'est de la mauvaise gestion pour vous, monsieur Lavica,
Je ne sais pas ce que vous diriez de l'école Maréchal-Ney quand elle a été vendue. Je ne sais pas ce que vous diriez de d'autres bâtiments publics quand ils ont été vendus. Mais je vous laisserai le dire à ceux à qui il vous revient de le dire. Le travail de la mutualisation des services ne se conduit pas sur un coin de table entre le mois de juillet et le mois d'octobre. Il se travaille de longue haleine. Je rappelle que nous sommes la première commune à avoir créé avec la commune d'Ounemont, cela vous a été présenté, la convention de prestation, notamment sous forme de mutualisation, mais ça ne se porte pas ce nom-là parce que il y a des noms juridiques à utiliser, donc c'est la convention de prestation sur les fonctions support, ressources humaines et finances. C'est la ville de Jarville-la-Malgrange qui assume aujourd'hui les fonctions ressources humaines et finances de la ville d'Ounemont, et la ville d'Ounemont finance cela, bien évidemment. C'est une prestation de service, cela porte son nom. Et sur la question de la structuration des services en mutualisation, pour mutualiser, d'ailleurs, il faut être plusieurs. Je vous rappelle que c'est un travail que nous avons engagé avec nos polices municipales, notamment celle de la Neuville, qui font plusieurs opérations communes et conjointes. Vous les voyez de manière régulière maintenant sur les réseaux de transport en commun, notamment sur la ligne 2, mais pas que. Vous les voyez sur d'autres opérations, comme la sécurisation d'événements ou de manifestations. C'est déjà des mutualisations. Sur le choix de la mutualisation des services dits techniques, que ce soit les ateliers municipaux ou les serres municipales, oui, nous souhaitons y aller, mais faut-il que chacun sorte de son précaré? C'est-à-dire que si d'emblée, j'ai le raisonnement de chaque personne qui a intégré le gouvernement hier soir pour se réveiller le lendemain matin en disant « Ah mais non, mais lui il y est, moi je voulais pas y être, donc j'y vais plus », ça n'a pas de sens. Et donc jusqu'à maintenant, ce qui a fait que la mutualisation des services n'a pas fonctionné à Jarville, c'est que tout le monde tenait à ce que le centre technique mutualisé soit sur sa commune. Jarville s'obstinait à ce qu'il soit sur sa commune, Haïcourt s'obstinait à ce qu'il soit sur sa commune, Ounemont s'obstinait à ce qu'il soit sur sa commune. Moi, j'en ai pas fait un préalable. J'en ai pas fait un préalable. Et j'ai même fait mieux. J'ai dit on va trouver, et c'est confier cette mission à M. Anceau qui l'a rempli brillamment, le bâtiment qui permettra d'accueillir des services techniques mutualisés. Alors, vous savez comme moi, la période fait que c'est pas aujourd'hui que ça va être signé, mais c'est pas grave, ça sera signé dans quelques mois, c'est une affaire de quelques temps, rassurez-vous. Et pour autant, la ville aura donc fait coup double. Donc c'est à regret d'entendre l'expression qui est la vôtre, mais rassurez-vous, c'est au travail, et pas parce qu'on en fait un casus belli que les locaux ne soient pas situés sur le territoire communal, loin de là d'ailleurs. Je vous en serai grâce, mais on vous l'avait expliqué, M. Anceau, vous l'avez expliqué lors du précédent conseil. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Adopté, je vous en remercie. Monsieur Giacometti, pour les autorisations de programme et crédits de paiement. Monsieur... Attendez, appuyez sur le bouton parce que... Voilà, merci. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, effectivement, le projet de délibération numéro 5, c'est une autorisation de programme et de crédit de paiement. Nous avons adopté au conseil municipal du 1er juillet 2025 le versement d'une subvention pour la maison de santé à hauteur de 32 500 avec deux versements, un versement de 16 500 et un versement de 16 000. Il convient donc de créer une autorisation de programme. Ça sera l'AP 565, subvention d'équipement à la maison de santé, qui est mis en délibération, que je demande d'approuver. Merci, M. Giacometti. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Adopté à l'unanimité. Vous voyez que vous savez reconnaître les projets utiles au territoire et l'investissement que la commune y met. Délibération suivante, M. Giacometti. La décision budgétaire modificative numéro 1. Oui, c'est la délibération numéro 6 qui présente la décision budgétaire modificative numéro 1. Premier point, dans la section de fonctionnement, une augmentation des dépenses de 20 000 euros et une augmentation des recettes de 20 000 euros. C'est dans le cadre du fonds de péréquation intercommunale. Nous ne connaissions pas les montants. Nous avions mis un montant uniquement en recettes. Nous avons à peu près 20 000 euros à reverser à la métropole dans le cadre de la péréquation. Mais nous avons 20 000 euros en plus de gagner, ce qui fait un équilibre. Le deuxième point, c'est un transfert des recettes d'investissement en diminuant les produits de cession d'immobilisation et en augmentant les emprunts pour financer les travaux de l'école qui avancent plus rapidement que prévu. Voilà, mes chers collègues. Merci, M. Giacometti. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Il y a des réactions étonnantes. Ah, pardon, M. Lavica.
Oui, monsieur le maire. Votre éminent adjoint aux finances était apparemment très optimiste dans la vente des bijoux de famille. Est-ce que vous avez été amené à brader ces bijoux pour les vendre à tout prix en faisant une réduction de 834 767,70 € ou est-ce des bijoux que vous n'arrivez pas à vendre, n'ayant pas voté le budget et devant le surendettement de la commune, nous voterons contre. Merci. Monsieur Giacometti, vous voulez répondre? Demandez le micro. Oui, voilà. Donc je m'attendais à cette remarque. Donc le surendettement, ça dépend comment on le rembourse, le surendettement, monsieur. Hein, si encore c'est du surendettement. Ça, il faut le savoir. Curieux pour quelqu'un qui a été dans un organisme, qui a enseigné en gestion. En ce qui concerne le décalage, oui, il y a un décalage entre les recettes des produits de cession qui ne seront pas réalisées sur l'exercice 2025. Tout à fait. Ce n'est pas un problème de négociation, c'est un problème d'acte notarié qui va prendre un peu plus de temps. Vous avez précisément deux choses qui jouent, monsieur l'avocat, et c'est pas très heureux quand vous jouez là-dessus. Vous le savez, la première des négociations, c'était la vente de l'ECF au groupe Morlot, qui malheureusement a été liquidé. Je vous rappelle que c'est quand même plusieurs emplois qui ont été perdus pour le territoire après avoir levé une opportunité d'emploi pour ce même territoire. Donc aujourd'hui, de se féliciter que cette vente ne se fasse pas parce que l'entreprise a été liquidée, c'est quand même faire peu de préoccupation des salariés qui ont perdu leur travail. Je vous inviterai quand même un peu plus de retenue, surtout dans le contexte économique que nous vivons. Pour autant, cette vente reste d'actualité puisqu'elle a été votée par le conseil municipal. Reste que nous ne vendons pas à tout prix, comme vous voulez le dire, nous le vendons avec deux exigences. La première, d'abord, que la valorisation foncière soit à la hauteur de la valorisation du bâti. Je le redis, je n'ai pas fait l'exercice qui a été fait sur Feu l'école Maréchal Ney. Je pense que c'est un souvenir que vous avez bien en tête, monsieur l'avocat. Et ensuite, nous le faisons avec l'objectif de pouvoir assurer l'atterrissage d'une entreprise ou d'un acteur en lien avec le projet de développement du territoire et en particulier du futur quartier culturel créatif. Vendre pour vendre, on sait faire. Brader, vous savez faire. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Donc, ça emporte des discussions qui sont un peu plus poussées, un peu plus importantes. Elles sont en cours d'être menées. Je remercie d'ailleurs à la fois M. Anceau et M. Giacometti. Mais vous aurez observé que la vente du CTM avec la parcelle qui manquait dans la régularisation des actes notariés va se faire dans quelques semaines. La vente de l'ensemble des parcelles ou du tènement foncier du quai de l'Écluse va se faire dans quelques semaines. Bon, vous reconnaîtrez qu'on n'est pas à quelques semaines près dans l'équilibre budgétaire. Alors le fait est qu'il faut quand même financer les travaux de l'école, bien évidemment qu'il faut les financer. Et là, je permets de répondre à la question que m'a posée monsieur Dame avant le conseil municipal. Les documents que vous souhaitez, vous les demanderez dans les procédures habituelles et vous les obtiendrez sans difficulté. Posez la question du coût des fouilles archéologiques. Ah oui, elles ont un coût. Bien évidemment qu'elles ont un coût. Elles ont d'autant plus un coût pour la commune qu'elles ont coûté du temps, de l'argent, pour dire quoi? Ce que nous on disait. Et pour dire que si à l'époque l'INRAP et l'opérateur n'avaient pas été dérangés de manière inopportune par ceux qui s'étaient improvisés des spécialistes du terrain, ils auraient fouillé là où il fallait fouiller et ils auraient trouvé exactement ce qu'ils ont trouvé après l'avoir fait, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc c'est 300 000 € qu'il faut financer. Ben, on va les financer, moi j'ai pas de problème avec ça, comme on attendra bien évidemment le rapport définitif pour pouvoir partager avec vous ce qui a été trouvé dans ces sous-sols, mais qui, le fait est, ne font l'objet d'aucune mesure de conservation de la part de l'État. Aucune mesure de conservation de la part de l'État. Et je passe sur d'autres coûts auxquels elle a dû faire face, celles et ceux qui adorent multiplier les procédures, même quand tout le monde leur donne tort, que ce soit l'autorité préfectorale, que ce soit le tribunal administratif, mais faudra-t-il peut-être attendre que ce soit nos concitoyens qui leur donnent définitivement tort pour qu'ils le comprennent de manière mesurée. Donc voilà où on en est aujourd'hui dans cette décision budgétaire modificative, mais nous prenons acte de votre position. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Adopté, je vous en remercie. Délibération suivante au rapport de M. Giacometti.
Voulez prendre le micro, Monsieur Giacometti? Projet de délibération numéro 7, donc c'est les mandats spéciaux remboursement de frais. Et donc, par délibération en date du 6 juillet, le conseil municipal a adopté 2021 les modalités de remboursement de frais, donc je ne reviens pas là-dessus. Et il s'agit d'adopter les remboursements de frais de Madame Anne Vuchère lors du déplacement officiel dans le cadre du jumelage, frais d'hôtel, frais de péage d'autoroute, frais d'essence pour 392,78 €. Merci, Monsieur Giacometti. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Vous précisez à l'occasion de cette délibération que tout à l'heure j'évoquais les plaques de rue, mais il y a aussi les plaques qui vont officialiser le jumelage avec la ville de Bladesbourg qui sont en cours de confection et qui seront donc apposées à l'entrée, aux différentes entrées de la ville. Je remercie une nouvelle fois Anne Vuchère et l'ensemble de la délégation pour la signature officielle de cet acte de jumelage. Je mets donc aux voix. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Adopté à l'unanimité, vous rentrez, Madame Vuchère, dans le cercle privilégié des élus qui ont le droit de faire des dépenses remboursées par les élus de l'opposition. Délibération suivante, c'est le rapport définitif concernant la CRC sur le contrôle effectué par la CRC sur la Solorem, pardon. Oui, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus et Mesdames, Messieurs, donc en fait la Chambre régionale des comptes a procédé à un contrôle approfondi des comptes de la Solorem, donc sur l'exercice 2018 à 2022. Les travaux de la CRC ont porté sur les axes suivants: la gouvernance, le fonctionnement interne de cette société, la viabilité du modèle économique, qui est un des points importants soulevés, vous avez dû le lire dans les rapports qui vous ont été transmis, l'analyse de sa situation financière, ses relations avec les sociétés satellites et également les modalités d'intervention de la SEM dans le cadre des actions de reconversion de des friches industrielles. Alors le premier point, c'est que c'est une société, donc la Solorem, qui est un aménageur historique de la ville de Nancy et de son agglomération. Il joue un rôle important dans le développement du territoire à travers l'aménagement de grandes zones urbaines. Cependant, quand on regarde le contexte actuel, la Solorem est confrontée à une certaine concurrence depuis les années 2010, et ce qui l'a obligé à adapter son modèle économique. Donc son modèle économique, en envisageant une diversification de ses sources de revenus, mais également en renforçant son activité pour compte propre, notamment en matière de promotion et d'investissement immobilier. Si vous avez regardé un peu au niveau architecture des chiffres, vous avez dû bien considérer l'évolution tant au niveau des charges de personnel que du personnel et la manière dont la Solorem a recentré un certain nombre de ses actions. Alors depuis 2022, la Solorem connaît une dégradation rapide de son résultat d'exploitation, si vous avez analysé les chiffres qui vous ont été transmis. Ça s'inscrit dans un contexte plus large. C'est l'absence de nouveaux contrats de concession signés depuis 2008 et qui sont au fur et à mesure érodés et sur lequel, si vous regardez correctement la conclusion qui est donnée dans ce rapport, on demande à la Solorem de travailler dans une volonté d'une plus grande proactivité sur la prospective. Et c'est un des points clés aujourd'hui sur l'exercice qui est donné pour la Solorem. Alors, on a une mutation qui a été engagée au niveau sur leur modèle économique à partir de 2021. Ils ont repositionné sur l'axe de renouvellement urbain, ce qui implique une mutation profonde de son modèle économique et aussi de son mode de fonctionnement.
et qui a eu les conséquences d'adaptation au niveau des frais de fonctionnement de l'établissement. Dans ce cadre, la métropole et la ville de Nancy ont exprimé le souhait de créer 2 opérateurs complémentaires, une société, la société publique locale, donc chargée des projets d'aménagement, et une société d'économie mixte dédiée au développement de projets d'infrastructures basés sur les énergies renouvelables. En conclusion, sur ce rapport, le rapport de la Chambre des comptes met en lumière la nécessité pour la Solorem de poursuivre sa mutation, elle n'en est qu'à ses premiers pas, d'adapter son modèle économique à un contexte concurrentiel, ce qui n'était pas le cas lors de sa création. À l'évolution des besoins du territoire, il souligne également l'importance d'une gouvernance proactive et non plus attentiste forcément sur l'apport qu'amenait l'ensemble des collectivités et sur lequel tout le monde dormait presque sur ses lauriers. Il est nécessaire que cette mutation se fasse afin que la stratégie financière se consolide et permette à cet organisme de pérenniser ses activités. Voilà, Monsieur le maire. Merci, M. Anceau. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Il vous étiez donc demandé de prendre acte. Il ne s'agit pas d'un vote. Non, le rapport suivant, c'est le rapport d'activité de la métropole du Grand Nancy. Vous permettrez que je vous en fasse pas une lecture exhaustive, même si vous pouvez en faire votre chemin de bilan si vous le souhaitez. Donc, vous le savez, au terme du Code général des collectivités territoriales, la métropole adresse à chaque commune membre de son EPCI le rapport annuel d'activité qui retrace donc l'activité pour communication aux élus municipaux en séance du Conseil, lequel peut faire bien évidemment l'objet, au-delà de l'information, d'un débat. L'année 2024, puisque c'est la date qui est concernée par ce rapport, la période, a été riche en diverses réalisations concrètes dans l'ensemble du territoire métropolitain, avec, pour ne citer que quelques exemples, la finalisation de la plateforme du trolleybus 100% électrique, l'inauguration de nouveaux aménagements piétonnés, plus de 35 000 plantations et le lancement de projets structurants tels que plan climat air énergie territorial ou encore le projet de territoire 2025-2052 auquel vous avez été invité à la fois pour y participer mais aussi dans sa restitution telle qu'elle a eu lieu au début de l'été, puisque ça s'est déroulé bien évidemment sur 2 ans. La métropole poursuit donc sa transformation en plaçant l'innovation, la transition écologique, la solidarité, la citoyenneté au cœur de son action. Et cette dynamique s'accompagne d'une attention constante aux besoins quotidiens des habitants, à la mobilité, aux services publics, à la voirie, aux espaces verts, ainsi qu'au renforcement des coopérations avec les territoires voisins, donc le large plan des différentes actions qu'il est possible de mener. Mais 2024 a été une année, il faut s'en souvenir, qui a été vivante et dynamique aussi dans la dimension de la culture, du sport, des événements et d'un certain nombre de projets participatifs qui ont animé la métropole et contribué à renforcer le lien social. Et projet auquel d'ailleurs la ville de Jarville-la-Malgrange, je veux en remercier Patricia, a tenu à être régulièrement présente, que c'était bien évidemment autour l'Art déco aujourd'hui, mais autour du sport l'année dernière, entre autres. Alors, de manière générale, vous avez sur ce rapport plusieurs items, dans ce rapport, pardon, plusieurs items en termes de participation citoyenne et de concertation. L'essentiel des concertations qui ont été menées au niveau de la métropole du Grand Nancy ont concerné le réseau de transport en commun et notamment les concertations autour de la ligne T2 à la ligne T5. Je vous rappelle que sur le parvis de l'Hôtel de Ville s'est tenue une concertation spécifiquement sur les aménagements de la rue de la République qui est en cours d'ailleurs de travail par les services avec le bureau d'études qui ont pour ces concertations impliqué les riverains, les usagers, les aménagements des pistes cyclables, le stationnement, le mobilier urbain, la végétalisation et qui ont été d'ailleurs enrichi par toutes les contributions numériques sur la plateforme Je participe, la métropole du Grand Nancy, où la ville d'ailleurs a actuellement une concertation relative au bois de Renémont dans la suite du village du projet de juin dernier. La métropole a adopté également son PCAET, ce que j'évoquais à l'instant, le plan climat et énergie territoriale, dans le cadre de ces concertations, avec l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2050. Alors,
les aléas législatifs et politiques au niveau national enterrent peut-être les zones à faible émission, les ZFEM. Pour autant, l'objectif quand même de la neutralité carbone demeure et il faudra sans doute être encore plus proactif ou plus sérieux que d'autres. Les projets urbains et la mobilité, eh bien, les projets structurants ont été nombreux, alors à la fois liés dans le cadre du NPRU, le nouveau programme de renouvellement urbain au Lac-Sou, au Plateau 2 et à Vendœuvre-les-Nancy, avec le projet Ligne de vie autour de la ligne de trolleybus électrique, qui montre combien la question du paradigme du développement urbain doit être étroitement liée à la question des mobilités, mais aussi faire lien, et notamment lien social. C'est donc ces initiatives qui démontrent que les transports et les espaces publics ne sont pas seulement fonctionnels, qui participent aussi à la vie sociale de la métropole, telle qu'on souhaite le décliner aussi sur le territoire communal. Sous l'angle de la culture numérique, le plan numérique avec le réseau L'Immédiat, qui offre un accès gratuit à des collections patrimoniales et à de nombreux médias, avec les 74 bibliothèques et plus de 12 millions de pages consultées, ce réseau qui favorise l'accès au savoir, au patrimoine pour tous les habitants. Développement économique et attractivité, j'ai parlé tout à l'heure de pôle territorial des industries créatives et culturelles. J'aurais dû parler de la stratégie des industries créatives et culturelles et la stratégie tourisme de la métropole du Grand Nancy, mais vous vous souvenez du lancement de la marque Nancy on y vit, de l'inauguration de la maison de l'innovation technopolitaine qui a ouvert le chantier du pôle créa, de la démarche ATP, laquelle d'ailleurs démarche d'ATP est en train aussi d'intégrer la réflexion autour de la zone Gabriel Fauré pour Jarville. Habitat, cohésion sociale, service aux habitants. C'est le sujet majeur de la rénovation énergétique, la construction de logements sociaux, le soutien à la jeunesse, à la santé, la prévention des violences. Tout ça pour une ambition forte, construire un territoire cohérent, inclusif et solidaire où chaque habitant peut vivre dans de bonnes conditions. Des politiques publiques ont quand même été très mal vécues ces dernières années parce que mis à mal notamment par l'absence de ligne claire au niveau du gouvernement et des projets. Je ne vais pas expliquer ici tous les sursauts de MaPrimeRénov', des crédits ANA, etc., qui ne sont pas sans conséquences et qui d'ailleurs m'ont amené, je veux le partager avec vous ici, avec le président de la métropole, à saisir l'ANA concernant la situation de la copropriété Jarville-sous-Bois, qui doit sortir de la tête de l'eau, c'est l'objectif, mais qui a besoin pour cela que l'État respecte les engagements qui sont les siens en termes de soutien financier, d'accompagnement financier, là où la commune et la métropole ont mis l'ingénierie en face pour porter ce projet d'envergure de réhabilitation d'une copropriété dite dégradée quand les travaux ont commencé. Voirie, espace public, environnement, moi je ne vous les présente plus, mais vous avez effectivement tout le sujet de la voirie, alors avec un paradoxe qui est permanent à la conférence des maires, et puis je le dis bien volontiers à l'endroit de l'ensemble de mes collègues maires aussi, en conseil métropolitain, où dans le même discours on nous explique qu'il y a trop de travaux partout et qu'on ne fait pas assez de travaux. Bon, allez comprendre, des travaux, il y en a. Bonne nouvelle pour vous, c'est pas fini. Et le mieux, c'est pour la qualité de vie derrière. L'éclairage, c'est le plan LED, 100% LED d'ici la fin de l'année. Jarville est d'ailleurs quasiment concerné maintenant, c'est fini. La végétalisation, la désimperméabilisation, la collecte des biodéchets. Vous avez en tête les mobiliers urbains qui ont pris place dans l'espace public. Tout ça pour concourir à une métropole plus écologique et durable. Alors pour Jarville, je citais entre les lignes plusieurs aspects, mais retenons que c'est bien évidemment en 2024 l'engagement, en dépit des esprits chafouins de certains, du parc urbain René Tardy avec un plan métropolitain des mobilités ambitieux autour d'une piste cyclable bidirectionnelle qui sera la première piste cyclable bidirectionnelle totalement sécurisée, déconnectée du flux routier et végétalisée, puisque en 2024 c'est déjà 22 arbres qui ont été plantés, mais je vous rappelle que c'est plus d'une centaine qui vont être plantés. Dans quelques semaines, si vous le souhaitez, vous pourrez participer aux plantations participatives. Et ça a été fait dans un travail, bien évidemment, qui a associé de manière concertée l'ensemble des habitants et des acteurs. Lesquels, esprit chafouin, doivent être donc bien gênés de voir que le parc prend place, commence à respirer et attire énormément de personnes qui s'y promènent de manière régulière. Mais ça, c'est dans le volet urbanisme, espace vert, mais c'est aussi dans le volet mobilité, auquel il faut ajouter la question de la gestion de la voirie et de l'eau. Pour la ville de Jarville-la-Malgrange, sur la seule année 2024, il faut remonter à très loin pour retrouver ce chiffre, c'est 700 000 € qui ont été investis dans la voirie.
par la métropole du Grand Nancy, avec la réflexion de plusieurs voiries et puis le passage du plan LAN en sus. Côté réseau, mais ça c'est classique parce qu'il faut quand même répondre à des besoins de remise en état des infrastructures ou d'apporter des services complémentaires. 3 nouveaux branchements qui ont été réalisés pour les constructions nouvelles, le curage de 531 mètres de linéaire de collecteurs, l'entretien de 637 avaloirs et 19 interventions sur les regards, des grilles et branchements. Que des chiffres relativement sexy, mais qui au quotidien posent des désagréments lorsque personne ne respecte les obligations qui sont les siennes. En matière d'eau, c'est aussi l'accompagnement auprès de Jarvillois pour l'achat de récupérateurs d'eau de pluie. Alors là, je vais dire que je trouve qu'on n'est pas assez offensif. Il faut qu'on aille plus loin. Il y a très peu aujourd'hui de récupérateurs d'eau de pluie qui ont été subventionnés par la métropole au profit des Jarvillois. On ne va pas assez loin. On a un nombre, certes mieux que les autres années, mais qui reste faible, 15 de l'ordre par an. Je trouve qu'on pourrait être beaucoup plus offensif, donc il va falloir, Madame Bucher, qu'on accompagne ça pour aller plus loin encore. À l'inverse, les composteurs partagés, les abri-bacs et le recours au compost restitué, au contraire, eux connaissent des fortes croissances, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est peut-être aussi d'ailleurs l'incidence du travail mené dans le cadre de Pacte ou dans le cadre des jardins Boutchou. Cohésion sociale, santé, habitat, on l'a cité tout à l'heure. C'est le soutien de la métropole du Grand Nancy à la santé, à la maison de santé pluridisciplinaire avec 150 000 € qui ont été dégagés directement pour pouvoir permettre ce projet labellisé, maison de santé. C'est dans le cadre du contrat de ville engagement quartier 2030, Monsieur Kibamba, plusieurs soutiens financiers à travers la politique de la ville avec là aussi des révisions en termes d'objectifs, mais pas en termes de moyens, là où l'État malheureusement recule. Je devrais parler aussi des certificats d'économie d'énergie, des aides issues du fonds de l'ANA, du subvention PIG Habitat. Mais vous retrouverez tout ça dans le détail du rapport. Donc pour vous dire que 2024 traduit bien cette idée de transformation du territoire par des projets aussi structurants que concrets pour le quotidien des habitants. Si vous avez des questions, bien évidemment, je reste à votre écoute. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Madame Bucher, je vous propose de passer au rapport sur la qualité le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, chers collègues, donc le rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Vous savez que la métropole assure le traitement et la distribution d'eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées sur l'ensemble de l'agglomération nancéienne. Elle vend également l'eau potable et traite des eaux usées pour des collectivités et industries voisines. Donc, en 2024, le volume total d'eau consommée a atteint 13,92 millions de mètres cubes, légèrement supérieur à 2023. La production d'eau potable s'établit à 16,06 millions de mètres cubes en ligne avec la tendance à la baisse observée sur les 20 dernières années. La production moyenne journalière est de 43 874 mètres cubes et le coût annuel d'exploitation des installations confiées à la Société nancéienne des eaux s'élève à 3,46 millions d'euros, en légère baisse par rapport à 2023. Donc vous aurez noté que la consommation augmente un peu, la production diminue un petit peu. Donc on a dans les coûts actuellement à la métropole un captage sur la Meurthe, puisqu'actuellement le captage se fait sur la Moselle. Et la tendance, hélas, pour les années à venir est à un besoin d'eau augmentant et une qualité de l'eau diminuant. Ce qui fait que pour des raisons de sécurité et d'alimentation, un deuxième captage s'avère nécessaire pour anticiper le futur qui s'annonce. Alors donc sur la qualité de l'eau, l'eau reste excellente. 1650 prélèvements réalisés en 2024 sur 64 000 paramètres. Donc l'Agence régionale de santé délivre un indicateur global de qualité A ou de bonne qualité. Le taux de conformité est de 100% pour les paramètres microbiologiques et 99,9% pour les paramètres physico-chimiques. À noter que le TFA, qui n'est pas parmi les 20 PFAS suivis par obligation,
le sera dès 2025 au niveau du Grand Nancy, ce qui dénote une fois de plus d'une volonté d'anticipation par rapport à ce qui pourrait se produire au niveau de la qualité de l'eau. Le réseau d'eau potable comprend 972 km de canalisation et 24 km d'aqueduc, tandis que le réseau d'assainissement compte 1426 km de collecteurs. Le rendement du réseau de distribution est de 86%, valeur supérieure à la moyenne nationale, parce qu'on est à un petit peu plus de 80% au niveau national, je crois. Et les services assurent également l'entretien régulier des installations et la réalisation de travaux de renouvellement sur une partie des réseaux. La station d'épuration de Maxéville a traité 35,12 millions de mètres cubes en 2024, en hausse par rapport à 2023, en raison de pluies plus abondantes. Les performances épuratoires sont conformes aux normes et comparables aux années précédentes. La valorisation du biogaz issu de la digestion des boues a généré 2,07 millions d'euros de recettes, couvrant près de 25% des charges d'exploitation. Donc pour la majorité des abonnés, la facture annuelle moyenne s'établit à 389 euros TTC en 2024, soit 32 euros par mois. En 2025, le prix du mètre cube sera de 4,0292 euros TTC, en légère hausse de 1,25%. Les recettes permettent donc de financer des investissements importants, tels que le futur captage de la Meurthe, le renouvellement des réseaux, l'amélioration des performances des usines et stations, la réhabilitation d'ouvrages, ainsi que l'optimisation énergétique des infrastructures. En conclusion, ce rapport met en évidence une eau de très bonne qualité, un réseau performant et bien entretenu, ainsi qu'une gestion financière équilibrée permettant de poursuivre les investissements nécessaires. Merci Madame Bucher. Y a-t-il des demandes d'intervention, des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas, alors on vous laisse la main sur le rapport suivant concernant la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets. Tout à fait. Donc en 2024, les grands enseignants ont poursuivi leurs efforts en matière de prévention et de tri. La collecte des ordures ménagères résiduelles reste stable, tandis que les tonnages d'emballage et de déchets en déchetterie augmentent. Ces chiffres reflètent une prise de conscience réelle et durable, traduisant la volonté des habitants de participer activement à la protection de l'environnement. La métropole a mis en œuvre une stratégie complète pour le tri et la collecte des biodéchets, incluant compostage individuel et partagé, ainsi que la collecte séparée pour les producteurs non ménagers. À la fin 2024, 450 composteurs grutables et 100 abri-bacs sont déjà déployés sur le territoire, avec un objectif de couverture complète d'ici mars 2025. On peut dire qu'on y est. Ces actions concrètes permettent de détourner les biodéchets des ordures ménagères et de valoriser la matière organique. Le Grand Nancy poursuit ses initiatives de sensibilisation et de réduction des déchets. Organisation d'un premier vide dressing métropolitain avec près de 3000 visiteurs et 70 exposants, favorisant la réutilisation des vêtements. L'expérimentation WePub, permettant aux habitants de refuser la publicité non adressée, arrondi avec déjà 77% des foyers ayant choisi de ne plus la recevoir. Alors hélas, pour nous, l'expérimentation n'a pas été reconduite. Donc ça s'est terminé en septembre 2025. Donc je vous invite d'ores et déjà à remettre les anciens stop pubs si vous ne voulez pas recevoir à nouveau des pubs papier dans vos boîtes aux lettres. Disponible dans le hall de l'hôtel de ville. Voilà. La 20e édition de Jardin de Ville, Jardin de Vie, manifestation éco-responsable ayant accueilli plus de 13 000 visiteurs. Ouverture d'un espace de réemploi sur la déchetterie de Ludre permettant de valoriser près de 60 tonnes d'objets en 2024. Remplacement des gobelets jetables par des tasses lavables à l'Université de Lorraine en partenariat avec la métropole. Je préciserai juste qu'au niveau local, rien que pour la Bénidée, donc toujours en 2024, c'est 72 tonnes d'objets en apport volontaire, ce qui dénote aussi d'une démarche de nos concitoyens. Et c'est 59 tonnes qui ont été revalorisées. Donc c'est énorme.
Le Grand Nancy poursuit également son programme de prévention. 938 composteurs individuels vendus, 20 nouveaux sites de compostage partagés, 13 repères café actifs, et il y en a encore plus sur 2025, dont le nôtre, et des actions contre le gaspillage alimentaire. La communication auprès des habitants est soutenue par des publications, des campagnes thématiques et la présence d'ambassadeurs sur le terrain. Au total, 124 884 tonnes de déchets ont été collectées en 2024, en hausse de 1,2% par rapport à 2023. Et la valorisation énergétique représente 50% des tonnages. 34% sont recyclés, 5% valorisés sous forme de matière organique et seulement 11% sont enfouis, même si c'est toujours trop. Le budget total s'élève à 38,29 millions d'euros en fonctionnement et 4,21 millions en investissement. Les recettes proviennent principalement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance spéciale et de contributions de professionnels et de partenaires. Le coût du service s'élève à 119 € hors taxe par habitant. En conclusion, ce rapport témoigne de l'ambition de la métropole pour gérer les déchets de manière responsable et durable, en associant les habitants et les acteurs économiques. Je peux enchaîner? Eh ben, est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon. Eh ben, je vous propose le rapport sur le développement durable. Voilà. Donc, vu l'adoption définitive du plan climat, air, énergie territoriale dont vous parliez tout à l'heure, avec des avancées fortes, la généralisation progressive des éclairages LED, vous en avez parlé, le développement du réseau de chaleur urbain, etc., etc. La métropole s'est aussi engagée à sanctuariser 543 hectares pour la nature en ville dans le futur PLUI. De nombreuses actions ont été menées pour renforcer les trames vertes et bleues, éco-pâturage des pelouses, lutte contre les espèces invasives comme la renouée du Japon. Alors on parle beaucoup de la renouée du Japon sur 2024, qui a eu vraiment une campagne qui a été faite, et aussi pour la formation des équipes. Il faut savoir qu'au niveau métropolitain, ce n'est pas moins de 40 espèces invasives recensées. Donc c'est énorme et c'est bien sûr au détriment de la diversité qu'on pouvait avoir au niveau local. On a le redynamisage du ruisseau du Frao afin d'améliorer son auto-épuration et protéger la biodiversité locale. Et c'est au niveau métropolitain, donc 250 familles qui ont bénéficié des subventions pour les récupérateurs d'eau. Donc quand on ramène ce que vous disiez sur les 15 pour Jarville. 2024 a été marqué par le renouvellement du contrat de ville qui agit pour l'insertion, l'éducation, la santé, la transition écologique dans nos quartiers. On citera la deuxième édition du Village des Solidarités à Vendeuvre, qui a rassemblé 70 associations et près de 400 participants, et la mobilisation de plus de 2 millions d'euros dans le cadre du contrat métropolitain des solidarités. Des initiatives ont renforcé l'accès à la santé avec la signature du contrat local de santé, mais aussi à la culture, au sport et à l'éducation. La métropole a par exemple proposé des formations en santé mentale pour les agents communaux, multiplié les événements de sensibilisation aux enjeux environnementaux, notamment dans les écoles et dans les quartiers. L'économie circulaire s'est affirmée avec le lancement du SPASER, donc schéma de promotion des achats responsables, qui entrera en vigueur en 2025. La métropole a aussi développé le réemploi, par exemple avec la rénovation et la modernisation de 500 abris voyageurs et la réutilisation de matériaux de voirie pour le chantier du trolleybus. Nous aurons nous-mêmes réutilisé quelques matériaux sur le chantier Tardy au niveau des luminaires. En conclusion, ce rapport montre un territoire en mouvement qui agit à la fois pour réduire son empreinte carbone, préserver ses ressources, renforcer les solidarités et accompagner les habitants dans un cadre de vie durable et inclusif. Je vous remercie. Merci Madame Bucher. Y a-t-il des demandes d'intervention, des questions? Je n'en vois pas, donc il vous est demandé de prendre acte de ce rapport comme des rapports précédents. C'est l'occasion effectivement de
mettent en lumière l'action de la métropole de Grand Nancy sur l'ensemble de son territoire, sur les compétences qui sont les siennes, bien évidemment, et sur la structuration autour des projets communaux. On arrive au terme de l'ordre du jour de ce conseil municipal. Il nous faut formellement adopter le procès-verbal de la délibération de la séance précédente en tenant compte de la demande de modification de M. Lavica. Y a-t-il des oppositions, d'abstentions? Adopté. Partager avec vous d'autres éléments de calendrier. L'été a été au rendez-vous de toutes les espérances que nous avions portées en termes d'animation, festivités, d'événements, en particulier avec les Émiliers du Château. Mais Christophe Château aura l'occasion d'y revenir lors du prochain conseil municipal sous forme de bilan et de prospective quant à l'exercice 2026. Mais ce n'est pas les seules politiques publiques sur lesquelles la ville s'est démarquée, puisqu'elle s'est aussi démarquée. Et Patricia Decaillot aura l'occasion au prochain conseil municipal de le partager avec vous, notamment sur notre engagement en faveur du sport. Mais il me faut maintenir le secret jusque-là, donc je n'en dirai pas plus. Et juste remercier par avance Patricia et les services du travail qui est mené en la matière. Et dans les dates qui vont animer les prochaines semaines, vous l'avez vu en entrant dans cette salle, affichez-vous, c'est focalisé cette fois-ci sur une rétrospective du Nancy Jazz Pulsation 2024. Mais à cette rétrospective, ces belles photos que vous pouvez voir derrière nous, se joint bien évidemment le concert de gospel dans le cadre du NJP. C'est le seul concert de gospel de cette saison NJP qui aura lieu, et il a lieu à Jarville, au kiosque à 20h30, c'est Sarah Voice. Mais nous avons aussi le plaisir d'accueillir désormais sur la commune, au kiosque là également, une manifestation, un théâtre d'impro qui ne peut plus se tenir à l'MJC Pichon, puisque celle-ci est malheureusement porte close. Donc vous allez avoir le stand-up, le close-up. Alors c'est quelque chose à voir pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez bien connu sur la scène locale. Et puis c'est l'occasion aussi de vous initier si vous le souhaitez. Ça sera là le 10 octobre. Décidez d'occuper vos vendredis soirs. Ce dimanche, vous avez le vide-grenier rue François Évrard, de 8h30 à 17h30. Et vous avez prochaine soirée, plus jeune sortie, du Club Senior, le concert piano-bar gourmand, hommage à Charles Aznavour, qui était sur inscription, mais je crois qu'il n'y a plus de place. Il y a encore des places? Il y en a plus. Il y en a encore quelques-unes, on poussera les murs. Partager aussi avec vous la distribution à la fois du guide des associations qui est en cours avec le jeu qui est en fait le petit air de jazz. On a réédité ou récidivé l'écriture du jazz par les enfants de la commune, que ce soit le conseil municipal des enfants, la petite mère, alors aidé par Didier Vitry comme notre prestataire d'ailleurs, mais aussi les collégiens du collège Albert Camus, les enfants entre autres de Majorelle et de Fleming, comme aussi avec les enfants du centre loisirs qui ont habitué leurs parents, et vous-même si vous en êtes assidus, à la lecture de leurs petits reportages avec le journal des copains. Donc ils ont intégralement écrit le numéro du jeu que je vous invite à lire, à apprécier. C'est Gervine la Malgrange raconté par les enfants. Pour les raisons évidentes que vous connaissez, c'était le dernier bulletin municipal publié par la commune dans le cadre de l'approche de la période électorale qui s'ouvrira officiellement dans quelques semaines. Nous sommes dans la période pré-électorale, nous ne sommes pas dans la période électorale. Pour autant, nous faisons le choix d'être, comme certains le diront peut-être, des antidémocrates complets, en respectant la règle qui est celle de fermer les commentaires sur les réseaux sociaux, ce qui s'impose à tous depuis le 1er septembre dernier. Mais vous verrez que beaucoup de communes n'y reviendront pas. Oui, c'est ce que je vous dis, beaucoup de communes n'y reviendront pas. Eh bien, nous faisons le choix aussi de suspendre ces communications-là. La seule communication qui sera publiée dans les semaines à venir, c'est celle classique habituelle en la période, mais on vous le présentera lors d'un prochain temps. C'est le programme autour des semaines féeriques que vous connaissez, puisque ça jalonne l'été, ça jalonne l'année au même titre que festivité jalonne l'été. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Je n'ai pas arrêté la date du prochain conseil, on vous la transmettra prochainement. C'est ce que je viens de vous dire, je n'ai pas arrêté la date. Quand vous posez une question, assurez-vous que je n'ai pas donné la réponse avant. Oui, j'ai répondu à la question. Mais comme vous aviez envie de la poser, vous n'avez pas écouté ma réponse. Donc quand la date sera arrêtée, elle vous sera communiquée.
Si, je vous ai dit qu'il fallait faire votre demande dans la procédure habituelle, monsieur, dame. Vous avez une procédure, respectez-la, monsieur, dame. Bonne soirée à vous.